Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal régional. Il passera à 2 reprises dans les Alpes. Le Tour de France 2017 a officiellement dévoilé son parcours ce midi. Une aubaine pour Chambéry et pour Lamur qui recevra la grande boucle pour la première fois. La nouvelle a fait grand bruit sur le plateau mathésin. C'est le bout du tunnel sur le chantier du Chambon. Fermé depuis son effondrement en avril 2015, le tunnel est sur le point d'être percé de bout en bout. Une avancée qui réjouit les habitants du pays dont l'activité économique est au ralenti depuis sa fermeture. Et puis nous prendrons le grand air frais de l'Oural avec une exposition réalisée par un couple de Grenoblois. Soleil russe, c'est son nom, raconte leur découverte du peuple russe qui habite la grande ville culturelle de Perm. À 19h30, vous retrouverez Carole Gessler pour l'édition nationale et 2 grands titres ce soir, de la colère et un sentiment d'abandon. Nous reviendrons sur la manifestation surprise la nuit dernière de centaines de policiers. Ils ont enfreint leur devoir de réserve pour dénoncer l'immobilisme de leurs syndicats et du gouvernement. Et puis, guerre d'images et de communication au 2e jour de la bataille de Mossoul. Les troupes irakiennes progressent lentement face à des combattants djihadistes prêts à tout pour garder le contrôle de la ville. L'événement dans les Alpes, c'est donc l'annonce aujourd'hui du tracé du Tour de France 2017. Le Tour qui passera, et c'est une originalité, par tous les massifs montagneux du pays, les Vosges, le Jura, les Pyrénées et bien sûr les Alpes, où il passera d'ailleurs à 2 reprises. Et cette année, c'est l'Allemagne qui lancera la grande boucle. Xavier Schmitt. Ce n'était pas arrivé depuis 30 ans. C'est de l'Allemagne que s'élancera le Tour de France le 1er juillet. Cette 104e édition va se jouer dans l'Est et la moitié sud de l'Hexagone. Sont mis à l'honneur les massifs intermédiaires, les Vosges et le Jura notamment, avec un premier passage près des Alpes le 9 juillet à Chambéry. Et la surprise, le peloton est transféré dans le sud-ouest avec un jour de repos à Périgueux. C'est la 3e année consécutive que les Pyrénées ouvrent le bal de la haute montagne. Ensuite, après une petite traversée du Massif central, il faut attendre la 17e étape pour revenir dans les Alpes. Lamur, au sud de l'Isère, est pour la première fois ville de départ. Les coureurs rejoignent alors Serre Chevalier avant le morceau de bravoure depuis Briançon. Une arrivée au col de l'Izoard à plus de 2300 mètres d'altitude après une montée de 19 km. La Provence accueille les 2 dernières étapes avant la traditionnelle arrivée à Paris le 23 juillet. La grande boucle, vous l'avez donc vu, passera par Lamur, qui sera ville départ de la 17e étape. Une excellente nouvelle pour le plateau mathésin qui va accueillir le Tour pour la première fois. Le plateau qui se réjouit d'avance d'une telle exposition médiatique. Aurélie Massé, Didier Albrand. Paris, ce matin. Sur le parcours dévoilé à l'écran, le nom d'une petite ville iséroise qui rêve du Tour depuis longtemps. Lamur est dans la boucle. Depuis septembre, l'équipe municipale était au courant. Elle peut désormais ébruiter la bonne nouvelle. On se faisait une joie depuis des années de pouvoir avoir un jour le Tour de France à Lamur. C'est un grand honneur et une grande joie pour nous. 10 à 15 000 personnes sont attendues le 19 juillet à Lamur. Donc tout le monde va être content de les recevoir avec un grand sourire comme on le fait en Matésine. Et voici le profil de l'étape, 183 km. Après Lamur, direction le col d'Ornon. Le peloton bifurque ensuite le long de la vallée de la Romanche et tourne à Roche-Taillée pour attaquer le col de la Croix de Fer. Cap ensuite sur la Maurienne. À Saint-Michel, la course prend la direction du col du Télégraphe puis du Galibier et redescend sur le Lotaré pour arriver à Serre Chevalier. À Lamur aujourd'hui, on se réjouit. C'est quelque chose de génial pour chez nous. La ville est en train de se rajeunir petit à petit et puis là, finalement, on a quand même de grands événements qui arrivent. C'est un truc qui tenait à cœur à notre ancien maire en plus. Il s'est un peu battu pour ça. Je sais qu'on était ville départ aussi pour le critérium à un moment donné, donc je pense qu'il a gagné ce qu'il voulait. L'ancien maire de Lamur, Fabrice Marquiol, décédé en 2015. En accueillant le critérium du Dauphiné il y a 2 ans, sa ville a démontré qu'elle pouvait faire encore plus grand. Cette fois, c'est le monde entier qui va découvrir la Matésine. Les 40 chambres de cet hôtel sont déjà réservées. Nous, on est déjà complet donc pour le 18, en sachant que, en général, quand le Tour de France est dans la région, ça nous fait travailler avant, après. Et c'est ici, place des Capucins, que le village du Tour posera ses valises. Un coup de projecteur mondial sur cette ancienne cité minière qui veut développer son tourisme.
Et avant de passer par Namur, le Tour fera étape à Chambéry le 9 juillet. La Cité des Ducs sera ville d'arrivée de la 9e étape. Une bonne nouvelle là aussi pour les amoureux du vélo. Et parmi eux, Bernard Marly, l'accordéoniste de la Grande Boucle depuis plus de 40 ans. Bernard Portugal, Frédéric Pasquette. Eh bien tiens, ça c'est ma première plaque. Mon premier Tour de France en 74. Je ne l'ai pas lavée, elle reste comme ça et c'est du collector. Il promène son accordéon sur les routes du Tour de France depuis plus de 40 ans. Alors quand Bernard Marly feuillette l'album de sa carrière, ce sont des souvenirs en noir et blanc qui remontent à la surface. C'est Hinault qui joue de l'accordéon. Je lui ai donné l'accordéon. On était au pub Renault à Paris, sur les Champs-Élysées. Donc il avait gagné le Tour de France 81. Et ça en a fait le monde entier. Le lendemain, tu te rends compte, les journaleux qui étaient là, c'était énorme. Antoine Blondin, Robert Chapat, Jacques Anquetil ou encore Raymond Poulidor. Grâce au Tour de France, Bernard Marly a côtoyé les plus grands noms du cyclisme. Avec eux, il a partagé des virées nocturnes parfois mémorables, des moments exceptionnels au son de l'accordéon, à une époque où le vélo était fait de convivialité et de rigolade. Du matin jusqu'au soir, hein, j'étais sur la voiture, sur le toit de la voiture, les secousses, les machins. Tu vois, maintenant, je ne sais pas si je le referais. Heureusement qu'on était jeunes. Par contre, on est arrivé sur des cols pendant le Tour de France, chez nous, là, la Madeleine ou ainsi de suite. Les gars, ils t'arrêtaient de payer un canon, ils te donnaient un bout de poulet. Si tu buvais ce qui nous filait, là, on arrive, on est mort en bas. L'été prochain, Bernard Marly reprendra son accordéon pour une nouvelle grande boucle. Ce sera sa 39e. Il a d'ores et déjà noté la date du 9 juillet et l'étape entre Nantua et Chambéry. Une incursion en Savoie qu'il rêve de fêter par un grand bal populaire, comme au bon vieux temps. Des cimes enneigées, ma Savoie jolie. Justice, Pascal Duprat, l'ancien entraîneur d'Évian Thonon-Gaillard, son fils et l'ex-président du club, Joël Lopez, ont été relaxés ce matin par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Ils étaient soupçonnés par les dirigeants actuels du club d'avoir antidaté des documents. Toutes les précisions sont en ligne sur notre site France 3 Alpes. C'est le tunnel le plus attendu du département de l'Isère. Le nouveau tunnel du Chambon devrait être entièrement percé lundi prochain. Depuis l'éboulement de la montagne au printemps 2015, c'est toute une région qui attend cette nouvelle infrastructure avec impatience. Visite de chantier, Maxence Regnault et Joël Serroni. Un bruit sourd, fracassant, un souffle comme une rafale de vent puis une odeur de soufre. Le futur tunnel du Chambon a vécu sa dernière explosion. Une explosion plus petite et pourtant plus risquée que les précédentes. Effectivement, on ne peut pas aller trop loin, mais également parce qu'on s'approche de la surface extérieure où il y a le Talweg, le ruisseau, mais également la route et le petit tunnel du Chambon. Donc on adapte les charges d'explosifs pour qu'il n'y ait pas de vibrations indésirables. Car depuis le début des travaux il y a 5 mois, plus de 400 mètres de tunnel ont déjà été creusés. Désormais, il ne reste que quelques mètres à parcourir avant de revoir la lumière jaillir dans le tunnel du Chambon. C'est un chantier qui est compliqué par l'ampleur des travaux à réaliser dans un temps très restreint. Donc les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier ont travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en équipe postée. Donc c'était un travail très intense. Ce chantier de l'extrême est une dérivation de l'ancien tunnel désormais bouché par la montagne. C'est par ici que les voitures sortiront dans quelques mois, fini la route de secours ou le contournement par la Savoie, peut-être même avant les vacances de Noël et l'arrivée des premiers skieurs. Quel avenir pour le tramway de Clermont-Ferrand? Dans la ville natale de l'entreprise Michelin, les rames ont été montées sur des pneus pneumatiques, mais la question du passage au rail a été posée lors du dernier conseil communautaire. C'est le reportage Grande Région du jour. Il est signé Maxime Van Oudendijk et Claude Fallas. Un tram sans pneus à Clermont, pas pour tout de suite. Selon le SMTC qui gère les transports en commun de l'agglo, aucun changement de prévu avant au moins 2030, date à laquelle les rames seront en fin de vie. Pour l'heure, l'organisme continue d'investir dans le réseau déjà existant.
9 millions d'euros déboursés pour assurer la maintenance de la ligne entre Pardieu et la Maison de la Culture. 9 autres millions pour la construction d'un atelier de remisage. On rachète aussi des rames supplémentaires pour que ce tramway puisse fonctionner sur sa durée de vie classique, qui est une durée de 25 ans. On va fêter ses 10 ans, il a fait 10 millions de kilomètres, il rend service aux Clermontois. Et donc aujourd'hui, jusqu'en 2030, nous sommes assurés que ce tramway sur pneus continuera à fonctionner. Pourtant, l'évolution du réseau pourrait remettre en cause le destin du tram sur pneus. D'ici 2019, le SMTC devra choisir quelle stratégie adopter pour la ligne B, un axe d'est en ouest à travers la ville. Parmi les options, développer une nouvelle ligne de tram, soit sur pneumatique, soit sur rail. Pour des raisons techniques, la ligne A se calquera alors sur la solution choisie. Pour la CGT, la décision devra surtout se prendre à la suite d'un dialogue. Nous, on demande aux responsables politiques s'il y a un changement de matériel lourd, dans le nouveau choix, que les services techniques de T2C soient associés et surtout les représentants du personnel à travers le CHSCT pour éviter les erreurs qui ont été faites. Une chose est sûre, en cas de changement de système, la facture sera salée. Impossible d'aménager la ligne A. Elle devra être complètement repensée. Depuis sa mise en service, elle a déjà coûté 350 millions d'euros. Retour à Grenoble, en Isère, pour pousser la porte du local des femmes, un lieu de vie et de protection pour celles qui connaissent la rue ou la plus grande précarité. Créé il y a plus de 10 ans, il vient tout juste de déménager pour améliorer l'accueil des personnes chaque année plus nombreuses. Marie Michelier, Jean-Christophe Solari. Il faut que tout soit prêt dans la cuisine, chacune s'affaire, car dans quelques heures, le local des femmes fête sa nouvelle adresse et sa structure agrandit. Nous avons le coin salon, bibliothèque et coiffure, première douche. 2 salles de bain et une salle de repos également. Ah, il y a quand même plus de confort, oui. Parce qu'avant, c'était plus serré. Plus de confort, d'espace, de la discrétion aussi, c'est ce qui manquait à l'ancien appartement du quartier Saint-Bruno, occupé jusqu'à présent. Un lieu de protection, une parenthèse, sollicité un peu plus chaque année par des femmes en grande précarité. Le local des femmes, c'est vraiment un accueil de jour, comme il en existe 5 à Grenoble. Les personnes peuvent venir telles qu'elles sont. Elles peuvent venir avec leurs animaux, elles peuvent venir ne pas parler, elles peuvent au contraire venir et puis participer, donc préparer à manger ensemble, on va faire la vaisselle et donc retrouver aussi les gestes du quotidien. Recréer du lien social, bénéficier d'une écoute ou d'un accompagnement administratif, un temps pour soi, loin de la rue. Connaître la rue, ça reste dans nos têtes pendant longtemps, même 20-30 ans après. Ça met en situation de dépendance et de mésestime de soi. Et le fait de se retrouver, de mettre nos idées ensemble, ça fait avancer aussi. Pour moi, c'est une famille ici. Hein. Même s'il y a des tensions, ou il n'y a pas de tension, au travail, partout où on va, il y a des tensions. Mais c'est toujours un plaisir de venir ici. Le local, lieu d'ancrage né il y a bientôt 12 ans, fonctionne grâce à des subventions publiques et privées. Il a déjà accueilli et aidé dans ses murs plus de 850 femmes. Grenoble toujours, où l'association Le Fournil a organisé un pique-nique solidaire ce midi pour protester contre la destruction annoncée de son local. Une première manifestation qui en appellera d'autres pour cette cantine qui sert quotidiennement des repas aux personnes en grande difficulté. Jérôme Ducrot, Dominique Semet. Ici, on sert 130 repas en moyenne par jour aux plus démunis. Le problème, une grande partie de la ZAC Flaubert de Grenoble va être réhabilitée. Le Fournil sera démoli et remplacé par une école. Joris, le directeur du centre, ne sait toujours pas s'il va avoir de nouveaux locaux. Initialement, l'échéance était fixée au mois de décembre 2017. Donc on a obtenu un petit rallongement, un petit prolongement de durée de pouvoir occuper ce bâtiment. S'il est plutôt question d'une démolition courant de l'été 2018. Aujourd'hui c'est poulet, salade. Pour protester, les 9 salariés et les bénévoles du Fournil organisent un pique-nique solidaire. On s'affaire en cuisine, même si on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ils sont tous inquiets ici pour leur avenir. Hein. Parce que même pour les gens aussi qui viennent manger ici, s'il n'y a plus de Fournil, ils vont faire comment pour
pour manger un repas chaud, quoi. Beaucoup d'habitués et d'anonymes sont venus devant la préfecture de Grenoble par solidarité. L'avenir, c'est le partage. Voilà. Si on ne partage pas les ressources, ça continuera à faire comme c'est-à-dire balancier. Les riches sont de plus en plus riches, la grande majorité des pauvres de plus en plus pauvres. Voilà, mon appartement, je ne sais pas encore comment je vais le payer. Je suis là en train d'essayer de bosser pour une misère, un CDD. Demain, une manifestation pour les mal logés est prévue à 10 h devant le service d'action sociale du conseil départemental. Travailler moins pour gagner plus. Ce slogan ironique est aussi le titre d'une conférence gesticulée donnée hier soir à Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble. Gesticulée parce qu'il s'agit avant tout d'un spectacle vivant plein d'humour qui aborde des choses très sérieuses. Jean-Christophe Pain et Franck Serroni. Il dit est-ce que vous voulez être manutentionnaire GT? Je dis putain, mais je sais pas, c'est quoi? Il dit manutentionnaire c'est 4 francs de l'heure, manutentionnaire GT c'est 6 francs de l'heure. Alors moi je fais ouais, GT, GT. GT ça veut dire gros travaux. C'est comme ça que Franck Lepage a commencé à travailler dans une imprimerie comme son compère Gaël Tanguy. Un premier boulot un peu stressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais dès que t'en rates un, ça commence à être compliqué parce que si tu commences à foirer un truc, tu reviens, tu te fais dépasser par les trucs, et là si jamais tu fais vraiment c'est complètement mort. Les spectateurs ont eux aussi témoigné de leur première expérience de travail dans la douleur. Il y avait le vestiaire, un panneau devant le vestiaire pour dire qu'il était fermé. Il y a le pied du panneau qui est parti. Et on m'a demandé un pied de panneau. Donc, travailler, c'est sympa. Connaître ses droits, c'est encore mieux. Et là, justement, il y a du boulot. Heureusement, Gaël et Franck ont amené un bouquin qui explique tout. Un livre d'une seule page. Le bulletin de salaire. Vous savez comment on a construit le système hospitalier que le monde entier nous envie, les CHU? L'hôpital, c'était un mouroir dans les années 50. D'accord? Est-ce qu'on a emprunté aux banques? Pas un centime. On n'a pas emprunté aux banques. On a fait une ligne sur la fiche de paie, une ligne de cotisation. Avec cette ligne, on a créé tout le système hospitalier. Le syndicalisme, aujourd'hui, est utile et efficace. Le spectacle continue par le débat mouvant. Plutôt d'accord avec la phrase de ce côté-ci, plutôt en désaccord, de ce côté-là, il n'y a pas le droit de rester au milieu. C'est parti. Chacun va devoir trouver le meilleur argument pour faire passer dans son camp un maximum de gens. Ici, on était d'accord que utile, oui. Efficace, non. Les plus jeunes ont beaucoup apprécié l'exercice. On est tourné dans les années 90, je me rends bien compte qu'on est en plein dans une génération qui passe à côté de beaucoup de choses et que par méconnaissance, par ignorance. Par ignorance, par désintérêt, parce qu'on fait aussi tout pour nous décentrer des sujets. Et... On ne va pas vraiment chercher jusqu'où vont nos droits. Du coup c'est assez vrai, on ne les connaît pas, donc on ne les défend pas. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Gaël et Franck ont formé à ce jour 130 conférenciers gesticulateurs. Si ça vous intéresse, contactez l'Orage, coopérative grenobloise d'éducation populaire. On s'arrête là, encore un ou deux, ou vous êtes comment? Vous êtes chaud patate? Oh, il y en a que j'aime bien, moi. Deuxième volet de notre série consacrée au métier d'art. Rencontre ce soir avec un tout jeune sculpteur sur bois, ébéniste de formation. Simon Dupuis vit et travaille chez lui à Saint-Bonnet-de-Chavagne en Isère, où Isabelle Colbrand et Joël Serroni l'ont rencontré. C'est pas trop mal, il faudrait juste que ce soit un peu plus... On va faire des liens comme ça. Là, on a une forme qui est comme ça. Elle s'inscrit dans une ligne imaginaire qui fait ça, en fait. C'est pareil, ici, vous avez les lignes imaginaires qui font ça et ça. Et donc là, si je laisse un arrondi, on n'imagine pas trop la poursuite de cette ligne-là. Par contre, si je laisse un angle, comme ici, on va avoir envie de poursuivre cette ligne-là. Mais cette ligne-là, malgré tout, moi, je ne vais pas la laisser pour qu'elle reste suggérée. D'abord, il y a la création sur papier. Simon se laisse guider par la musique, par ses émotions qu'il définit comme inconscientes. Son art, il ne fait pas que l'exercer, il est en lui, dans la moindre de ses pensées. La philosophie de mon travail, c'est vraiment l'alchimie, je dirais. Voilà, l'alchimie, essayer de montrer aux gens qu'il est possible de faire, de trouver ce pourquoi on est là, et tout faire pour mettre en œuvre ce qu'on a à faire, tout simplement. Donc ça passe par, pour moi, c'est la lecture, la musique, la sculpture,
essayer de multiplier les formes d'expression. Ces sources d'inspiration, les images de l'univers recueillies par le télescope Hubble, les lectures, son monde en un mot. Alors face à la matière, méthodiquement, il répète les mêmes gestes, il cisèle le bois, il fait corps avec lui, il en découvre toutes les essences. Quasiment tous les sens sont sollicités, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la vue, quand je fais un dessin, ensuite je vais faire le tour des morceaux dont je dispose, et visuellement je vais me dire celui-là correspond. Après il y a le rapport, une fois que je commence à travailler, que je touche la matière, je vois sa couleur, je sens le toucher si voilà, il y a un contact touché, il y a l'odeur aussi. J'ai pas envie de subir des influences que je ne choisis pas. Encore que, selon moi, les influences, je ne les subis pas, elles nous enrichissent. Donc, voilà, j'ai envie de m'enrichir avec des influences que je choisis. Donc, pas avoir de professeur d'art qui va me dire « ça, c'est mieux, ça, c'est moins bien ». Voilà. Je préfère apprendre ça de manière autodidacte, de façon à pouvoir évoluer de manière complètement libre. L'autre envie de Simon, rendre l'art accessible à tous. Alors son idée, se faire accompagner tout au long de sa création, une sorte de partenariat. Des personnes qui versent que ce soit 10, 20, 30 euros par mois, et à la fin de l'année, organiser une exposition à laquelle faire participer toutes ces personnes qui me soutiennent mensuellement et leur permettre de choisir parmi tout ce que j'aurais créé, au long de l'année. Voilà, choisir une pièce qui les intéresse. Son art, il le met également au service d'objets plus usuels, ceux de la vie quotidienne, décoratifs ou ludiques, pour donner comme une envie d'aller chercher ce qui fait de lui un être singulier, un artiste dont le talent ne peut que s'imposer. Soleil russe, c'est le nom d'une exposition à découvrir jusqu'à la fin du mois à la librairie Artaud de Grenoble. Une série de tableaux réalisés à partir de photos découpées. C'est le travail d'un couple de Grenoblois qui a posé son regard sur la grande ville culturelle de Perm. Denis Vigneault-Duguay, Dominique Bourget. Soleil russe, c'est un témoignage. Celui de Franck, photographe professionnel, et Sandrine, passé maître dans l'art de retravailler les images. Lorsqu'ils se rendent à Perm en 2012, ils n'imaginent pas du tout ce qui les attend. Moi, je partais avec un regard quand même qui est celui de la France, et qui peut être pas forcément bienveillant. Et j'ai découvert un peuple très bienveillant. Donc ça m'a beaucoup touchée. Le premier contact avec la Russie est très dur. Maintenant, on a eu du mal à repartir parce qu'on a été vraiment accueillis. On a vraiment ressenti des choses importantes au niveau humain, oui, tout à fait. Grâce à leur réseau d'amis et de connaissances, la confiance s'installe, les portes s'ouvrent, les clichés se succèdent pour raconter l'histoire d'une ville culturelle en pleine mutation. Des milliers de photos que Sandrine va devoir retravailler pour exprimer à sa manière sa perception de ce monde si différent. La première difficulté, c'est de choisir, parce qu'il y avait 4000 photos, donc c'est de travailler par thème. Qu'est-ce que je veux dire, comment je vais le dire, qu'est-ce que j'utilise comme teinte, comme image. Et puis après, c'était ce qui ressortait, qu'est-ce que je garde. Et puis finalement, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Ce qui a pu être compliqué au départ, c'était d'arriver à découper ces images que je trouvais très belles et qui se suffisaient à elles-mêmes pour moi. C'est en grande partie grâce à l'association franco-russe Ouralp que les deux Grenoblois ont pu se rendre à Perm et créer des liens étroits avec une population qui pour l'heure n'a pas encore eu la chance de découvrir l'exposition. Pour nous, le but ultime, c'est de repartir avec cette exposition sur le lieu et de revoir tous ces gens qu'on a rencontrés, de leur offrir cette exposition. L'exposition Soleil russe pourrait être visible à Perm d'ici fin 2017. En attendant, elle s'offre aux visiteurs jusqu'au 29 octobre dans la galerie du 3e étage de la librairie Artaud à Grenoble. Je vous rappelle enfin la principale information de ce journal des Alpes. Le Tour de France 2017 passera à 2 reprises dans les Alpes. Il passera du côté de Chambéry et à Lamure sur le plateau mathésin où la région se félicite d'un tel triomphe et de la venue du Tour pour la première fois dans ce pays mathésin.
À suivre les prévisions météo, l'édition nationale. Passez une très bonne soirée et à demain, 19h, pour un nouveau Journal des Alpes.